occupe en ce moment-ci. Et le sujet qui nous occupe est un sujet, comme nous le savons tous, crucial et vital pour la vie politique de notre pays. Donc, nos collègues méritent d'être félicités et remerciés. Et d'ailleurs, nous convenons avec eux que les modifications de cette loi visent principalement l'amélioration effective du processus électoral en termes de fiabilité, en termes de crédibilité, en termes de transparence. Et tout cela pour le respect du choix et de la volonté du souverain primaire. Et je me garde de revenir sur les remarques très importantes qui ont été faites par les collègues qui m'ont précédé. Et je suis content que celui qui vient de passer juste avant moi a soulevé quelques problèmes sur lesquels moi j'allais m'attarder un tout petit peu. C'est spécialement le problème des sanctions et le problème de ceux qui doivent être sanctionnés. Avant d'en arriver là, je vais assurer la plénière que je m'allie et je m'aligne aux remarques que tous les collègues ont soulevées ici, spécialement les remarques soulevées par notre collègue Sakata, parce que nous sommes dans le même groupe parlementaire et que ce qu'il a défendu ici est un travail que nous avons fait ensemble. À propos de ce que le collègue vient de dire, je vais donc revenir sur l'innovation qui nous a été proposée par nos collègues, qui est listée au point 16 de leur synthèse qu'ils nous ont faite, qui concerne l'institution de la sanction contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus de la publication des résultats bureau par bureau. Et les collègues se sont arrêtés à ça comme seul grief pour lequel il faut sanctionner le président de la CENI et les agents en question. Avant de donner notre proposition, je vais nous rappeler le branle-bas et l'agitation qui s'observe. Il n'y a personne qui a évoqué ici, le collègue qui m'a précédé ici, puisqu'il avait le même souci que moi, je croyais qu'il en parlerait, mais il a dit beaucoup de choses très importantes. Mais je parlais de l'agitation qu'il y a dans les quartiers généraux des partis politiques et auprès de certains de nos collègues depuis que la CENI a lancé l'opération de recrutement et de formation des agents qui seront en charge des opérations électorales. Ce branle-bas, vous conviendrez avec moi qu'il n'augure de rien d'autre que de la préparation, de la tricherie et de la fraude. Et nous devons reconnaître que ceux parmi nous qui sont dans cette gymnastique-là sont des gens qui favorisent la fraude. C'est pour ça que nous pensons qu'il est très important qu'il y ait des éléments de dissuasion
vrai qu'il est difficile que nous appliquions un mécanisme de dissuasion à partir de cette salle contre nous-mêmes, mais il y a moyen, par exemple, comme cela a été proposé, d'aller au-delà de ce qui a été proposé parce que les collègues n'ont retenu comme grief que le fait de refuser de publier bureau par bureau les résultats des votes. Si on peut aller au-delà de ça, ça serait par exemple d'instituer des sanctions très sévères, sévères au point d'être dissuasifs. Ok, une minute. Je vais défendre les femmes, président. Vous allez parler des femmes. Si vous m'accordez 5 minutes. Si vous m'accordez 5 minutes. Allez, donc, merci, honorable président. Donc, nous proposons donc, au-delà de la suggestion combien louable de nos collègues, l'institution des sanctions très sévères et à tous les niveaux des opérations électorales contre les agents en cas de fraude, tricherie ou faute avérée. Tout le monde veut avoir maintenant, au niveau des antennes, au niveau des centres locaux de compilation, au niveau des centres de vote, dans tous ces bureaux, tout le monde veut avoir des hommes et des femmes de leur obédience pour s'assurer mordicus un petit bénéfice en termes de voix supplémentaires. Et si cette épée de Damoclès, qui est la sanction, l'institution de la sanction, se met au-dessus des fronts de tous les agents au niveau des centres de vote, au niveau de centres locaux de compilation des résultats, au niveau à tous les niveaux, aux antennes et partout. Si les sanctions sont prévues et exécutées, cela sera tellement dissuasif que nous pouvons espérer à une jugulation, on va dire drastique, en tout cas très substantielle, de la fraude, déjà au niveau de la base. Et partant de là, puisque ça sera fait en amont, je crois que ça ne sera pas nécessaire d'arriver à sanctionner le président de la CENI parce que ça se trouve très loin en aval dans la publication des résultats. Et je crois que dans le cadre de la réduction de la fraude, il y a aussi pour les élections au second degré des gouverneurs et des sénateurs, la possibilité, ce qui est un moyen facile, de l'élargissement de l'électorat. Parce qu'avec des assemblées provinciales qui ne comptent que quelques membres, quelques députés provinciaux, il y a des assemblées provinciales qui n'ont que 20 ou 24. Les plus importantes, je crois, comptent entre 48 et 50 députés provinciaux. Un petit nombre de personnes est naturellement plus facile à manipuler, à malayer qu'un plus grand nombre. Si on étend l'électorat aux élus locaux, par exemple, aux élus municipaux, aux élus urbains, je crois que le plus grand nombre sera plus difficile à être manipulé que le petit nombre des assemblées provinciales que nous avons, des assemblées provinciales que nous avons plutôt. Ça, c'est une autre façon qui est un moyen simple de réduire la fraude et l'instabilité qui caractérise maintenant le fonctionnement des assemblées provinciales, parce que le petit nombre de députés provinciaux. C'était combien de minutes, président? Oui, collègue, il faudra citer, quoi. Allez-y, il faudra citer.
Merci. Je disais donc, honorable président, que l'élargissement de l'électorat au niveau provincial aidera à réduire la fraude et à réduire la déstabilisation des assemblées et des gouvernements provinciaux. Mais vous avez terminé? Mais vous n'avez pas parlé des femmes? Hein? Collègue Sereka. Et pourtant, lui sait. Il en est bénéficiaire. Je vais l'accuser. Merci, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je voudrais aussi joindre ma voix à celle de mes collègues qui ont félicité les groupes de 13 qui nous permet aujourd'hui de pouvoir débattre de cette proposition de modification de loi dans certaines dispositions de la loi électorale en vigueur. Je vais aborder à peu près 5 ou 6 thématiques sur lesquelles le groupe des 13 s'est appesanti. Je vais donc parler du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges à compétition. Nous sommes d'accord que cela soit adopté. Et d'ailleurs, nous aurions souhaité que l'on puisse aller au-delà, même à 80%. Et cela pour favoriser les grands ensembles ou les grands regroupements, pour que les partis se regroupent et ainsi permettre ou bien faciliter la formation du gouvernement et maintenir une majorité non flexible dans nos assemblées qui ne peuvent pas bouger donc à tout vent. La deuxième thématique, c'est l'abandon de la proportionnelle et l'adoption de la majorité simple. Pour cela, nous disons non, comme l'ont soutenu la plupart de nos collègues. Mais il faudrait aussi interroger les techniciens à la matière pour nous dire quel serait le mode électoral qui permettrait à tout celui qui a la confiance du peuple d'être celui réellement qui sera élu ou bien qui va représenter sa population. Donc, ce mode proportionnel permet à ne pas créer de frustration au sein des communautés. Et aussi, dans un pays post-conflit comme le nôtre, le mode proportionnel, c'est le mode approprié. L'interdiction des cumuls de candidatures à des scrutins du même degré. Je suis d'accord avec les G13 parce que nous devons donner la chance à tout Congolais de pouvoir accéder au siège par vote. Donc, souffrez de ne pas être au même moment candidat député national et candidat député provincial dans une même circonscription. Donner la chance aux autres de pouvoir aussi postuler. Honorable Président, je voudrais joindre ma voix à la vôtre pour encourager les gens. Et je félicite les collègues femmes qui sont avec nous. Et je voudrais ici noter qu'il y a une maman qui a dit hier qu'à chaque législature, il y a des avancées. À 2006, il y avait une quarantaine. À 2011, il y avait une cinquantaine. Aujourd'hui, nous sommes à 55 ou 60. Et nous osons croire qu'à 2023, nous aurons plus que cela. Mais il faut
que les femmes puissent aussi s'efforcer. Celles qui sont ici, ce sont des femmes qui ont lutté, qui ont bougé les lignes pour qu'elles parviennent à gagner les élections. Il y a celles qui étaient sur les mêmes listes que les hommes, mais elles ont fourni des efforts pour gagner les élections. Donc, les élections, c'est une compétition, ce n'est pas un cadeau. Et que donc, nous appelons les femmes à plus de compétitivité. Je voudrais aussi donc noter ici que certaines organisations de femmes doivent continuer à organiser des formations pour les femmes, pour leur capacitation. Et elles nous ont recommandé à dire que si on ne va pas prendre en considération la dimension genre, qu'on supprime alors l'alinéa dernier de l'article 13 de la loi en vigueur qui stipule la non-représentation de la femme ou de la personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la liste concernée. Alors, donc toute cette catégorie-là doit être considérée et nous appelons tous, et les jeunes, et les femmes, et les personnes vivant avec handicap, et les peuples autochtones, de pouvoir être compétitifs et de s'aligner dans des partis politiques pour compétir et aussi gagner les élections. La thématique suivante, c'est la thématique liée au mode de vote. Nous souhaiterions que nous puissions appliquer le vote semi-électronique qui nous avantagerait tous, car et la machine et les comptages manuels seront mis en application. L'obligation de publier les résultats bureau par bureau. Oui, honorable président, qu'est-ce que cela nous coûte? Et cela va donner plus de crédibilité à notre système électoral. Nous voudrions ici donc aussi solliciter si la caution peut revenir à $500 payé par liste et non par personne, et aussi pourquoi est-ce que la caution n'est pas remboursée à ceux-là qui n'ont aux partis politiques qui n'ont pas gagné. Ça s'appelle caution. Et où est-ce que cette caution a toujours été utilisée? Parce que les partis politiques qui se donnent et ils payent les cautions, ça s'appelle caution. Ceux qui comprennent bien, ceux qui connaissent bien le français que moi, ils savent ce qu'on appelle caution. Et même dans d'autres termes, on l'appelle garantie. Et cette garantie doit être remboursée. Parce que même jusqu'à... Encore une minute. Poursuivez. Ça ne passe pas. Oh. Je disais, honorable président, parce que même jusqu'à présent, la loi qui consacre le financement des partis politiques n'est toujours pas mise en vigueur dans notre pays. Et je voudrais aussi insister sur l'institution de la sanction contre les animateurs de la CENI qui refusent de publier les résultats bureau par bureau. Et je crois que cette thématique ne nous gêne pas. Parce que la CENI reçoit des moyens de l'État ou bien du gouvernement. Donc il faut que les animateurs soient passibles de sanctions, car leur travail mal fait conduirait le pays dans un chaos. Donc faisons une loi qui sera bénéfique pour tout le monde. Pourquoi retoucher la loi électorale à chaque cycle? Est-ce que nous faisons une loi taillée sur mesure? Je voudrais que la prochaine fois que cette loi que nous allons produire ici, elle soit bénéfique et pour nous et pour tout le monde. Prenons l'excellence et la transparence dans ce que nous faisons pour le bien-être des Congolais. J'ai dit et je vous remercie. Merci collègues. Collègues, autorisez-moi que je libère un de nos collègues qui a une obligation médicale. Collègue Eliezer Tamboué.
Vous avez la cravate? Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je ne peux pas commencer mon intervention sans dire merci au groupe des 13 qui a battu un travail de titan, lequel travail nous a réunis à ces lieux pour les mêmes débats pendant quelques jours. Honorable président, je salue la mémoire de ce vaillant homme, Henri Thomas Lokondo. Prêtons attention au débat. Suivons les intervenants. Voilà, on vous demande de parler des femmes aussi. Je disais, honorable président, que je ne peux pas aussi aborder mon intervention sans saluer la mémoire de ce grand homme, l'homme sur qui nous autres on s'est inspiré. Je dis Henri Thomas Lokondo. Honorable président, je pense que la plupart des matières ont été abordées. Mais je suis en train de me poser la question. Ici, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle loi ou d'une modification de la loi? Il s'agit certes d'une modification de la loi. Honorable président, la modification de la loi se fait soit pour améliorer, soit pour innover. Voilà pourquoi, honorable président, le groupe de 13 s'est référé sur les élections de 2006, les élections de 2011 et les élections de 2018. Mais ce qui m'a étonné, c'est le fait que les amis n'ont pas compris, d'autres collègues n'ont pas compris cette démarche, qu'on devrait compléter, même ceux qui ont semblé dessécher. Honorable président, je vous rassure, ils sont venus le matin par crainte d'être invalidés, ils ont signé, d'autres sont repartis. Et je vous informe, honorable président, que tel que nous sommes ici, c'est ici où nous devons débattre de la question, et non en dehors des institutions, et non en dehors de ces cadres, honorable président. Voilà pourquoi nous sommes là. Et nous soutenons la démarche, nous soutenons la loi. Voilà ce que je vais peut-être parler de 2-3 points et je m'arrête. Honorable président, je commence par l'article 10. L'article 10, on nous demande, on énumère les matières sur lesquelles la personne ne doit pas être éligible. Et il y en a qui ont pensé que non, dès lors que la personne a déjà purgé sa peine, il ne faut plus les sanctionner doublement. Mais là, moi je crains une chose. Voici ma crainte, honorable président. La justice est comme la police. Si on n'a plus peur de la justice, donc le pays est foutu. Et je vis même la disposition, on a mis les détournements de deniers publics, on ne l'a pas mis parmi les crimes de guerre. Non, il faut le mettre là. C'est que nous faisons la démocratie. Nous copions la démocratie occidentale, honorable président. Et nous devons la copier en tout. Je vais donner un exemple. Quand vous allez dans un pays comme les États-Unis d'Amérique, vous allez trouver que, même pour les contraventions routières, c'est réparti. On va vous identifier, ça est là-bas. Et la personne ne veut pas abîmer son record. Mais si nous devons rester dans un pays où, ici, je sais, en sciences politiques, on dit quelque chose. On dit que les droits, c'est la codification de la volonté des forces en présence. Mais je vais rappeler quelque chose aussi. On ne doit pas tuer notre justice. Décider en ces lieux que non, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut voler, après sa condamnation, il vient encore gérer les gens qu'il a tués. Non, honorable président. Non. Nous devons respecter la séparation de pouvoir.
Et le métier de l'État, c'est un métier noble, la gestion de la chose publique. On ne doit pas favoriser le banditisme dans la gestion de la chose publique. Parce qu'il y a la déontologie, il y a l'éthique. Par conséquent, même pour la nomination honorable président, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Ce sont les partis qui recommandent les gens. Allez là-bas, on ne mène pas l'enquête de loyauté. La conséquence, c'est que tous les jours, ce sont les détournements honorable président. J'estime, à mon humble avis, que la démarche en rapport avec la gestion de la chose publique doit être réservée aux gens qui se contrôlent, honorable président. J'aborde la question en rapport avec les suppléants des membres des familles et autres. Honorable président, je reviens sur la chose. Nous allons nous battre encore à la PAJ pour que notre voix soit entendue. Oui. Honorable président, en rapport avec le membre de la famille, la démarche nous proposée par nos collègues, c'est pour éviter les mandats familiales, honorable président. Est-ce que là, il y a eu discuté? Il n'y a pas eu discuté. Et d'ailleurs, cet article est contradictoire quelque part. Je vais vous le démontrer. Quelqu'un a sa famille, sa femme ne s'intéresse pas à la politique, ses enfants ne s'intéressent pas à la politique, du coup, il va le mettre là-bas. La conséquence est qu'il n'y aura pas la représentativité de ce peuple qu'il a voté, au cas où il partait. Ça, ce n'est pas difficile de comprendre ça. Moi, je pense, à mon humble avis, honorable président, que cette disposition doit être maintenue comme nos collègues ont proposé. Et d'ailleurs, en cas de contrôle parlementaire, revenons. Le papa est devenu ministre, l'enfant est resté député, sa femme députée. Comment ça va se passer en cas de problème? Je pense, honorable président, tel que j'ai dit au premier point, est que quand nous disons le peuple d'abord, les lois sont les transformations juridiques des aspirations d'un peuple. Totika makambu ya ketozo sala awa et comme il neti intérêt na biso tozo cadré même moto abomi moto aidi ale tozo linga tolongola azonga avant de la bawa boma. C'est quoi cette histoire là? Honorable président, je vais parler de la femme. La question de la femme dont vous faites allusion, mais moi j'ai une façon, honorable président, de voir les choses. Voici ma façon de voir les choses. On ne veut pas faire la faveur à la femme ici. Les femmes qui sont dans cette salle, ce sont les femmes qui se sont battues. Et nous devons nous inspirer de leur exemple pour encourager d'autres femmes. Parce que la manière dont nous orientons les débats, c'est comme si Tolingito Sale la bango mo kado moko boye ba mama bazo kokate. Alors que parmi nos collègues ici, il y a celles qui sont plus intelligentes que nous les hommes. Ça c'est connu. Même dans une salle de classe, vous pouvez trouver une femme qui est beaucoup plus intelligente qu'un homme, honorable président. Pourquoi nous avons toujours tendance, et il y a aussi quelques-unes de nos collègues, moi je pense que ce n'est pas ça le débat. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous inspirer parce qu'on ne doit pas résoudre un problème par les conséquences, mais plutôt par les origines, honorable président. Nous devons nous regarder pour voir qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui bloquait la femme. Celles qui sont ici, est-ce que son nom de la parité de Bazaliao? Elles ont mouillé le maillot. Et j'ai discuté avec une d'entre elles. Nalobitika kozala, koluka kozala lokola ndoki abandeko ya basi mususu. Yo bundi okomi député. Au sali effort, bangono vansaka bangoke, botikala, tozo sale la bino loi eko favoriser bino. C'est quoi cette histoire là? Honorable président, je vais terminer par la représentativité. La représentativité ne doit pas concerner que les femmes, honorable président. Et d'ailleurs, il fallait insister sur les personnes avec handicap. Parce que ce sont les personnes avec handicap qui doivent être plus concernées, honorable président. Parce que quand vous insistez, vous dites, parlez de la femme. Oui, on parle de la femme. Mais vous le voyez devant votre bureau, ici, au robot ici. Vous voyez les aveugles mendier au risque d'être tamponnés, honorable président. Mais je pense, à mon humble avis, que la représentativité, on devrait beaucoup plus mettre l'accent
sur les personnes avec handicap. Si vous voulez le pays, moi je peux vous donner quelques pays, comme vous l'avez fait pour les femmes. Voilà le pays que je vais donner, honorable président. Quand vous allez dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, vous allez trouver qu'il y a un quota important pour que les personnes avec handicap puissent trouver comment trouver de l'emploi, ainsi de suite. Mais dans ces cadres, nous nous limitons à dire non, parce que il y a un terme sur la représentativité de la femme ou les genres, mais nous les oublions. Honorable président, je pense que j'insiste sur la représentativité des personnes. Vous insistez? Oui, 1 minute, oui. Il faut conclure. Je conclue, honorable président. Mais j'ai parlé des femmes, honorable président. Vous pouvez m'ajouter aussi 5 minutes. Vous n'avez pas bien parlé des femmes. Je vous le président voulait que je parle en ces termes. Honorable président, mais une autre dimension peut-être que nous allons essayer de voir comment l'insérer. Président va parti politique est belle. Et puis politique en gros comme il neti place bakendaka koluka soti nini président. Soti koluka mbongo. On ne peut pas insérer une dimension parmi les conditions d'existence du parti politique. Batu bazalata na bilanga moko ya munene. Ça permet, président, d'apprendre aux gens à travailler. Nous vivons de l'importation, alors que nous avons des terres arables, président. Nambo Kanabiso Oyo, il y a 2 choses. Ils ont battu le record, 3 d'ailleurs. Ils ont bar, ils ont église, ils ont parti politique. Honorable président, nous devons quand même réglementer. Batunion sorti cette dispute à venir en politique ici. Est-ce qu'ils viennent pour le peuple d'abord ou bien pour eux d'abord? J'ai dit honorable président, merci. Mais, merci collègues. Collègues, les églises survivent grâce à la présence des femmes. Les églises. Elles survivent grâce à la présence nombreuse de femmes qui amènent leurs maris, leurs enfants. Et vous ne voulez pas faire figurer des femmes sur la liste. Il faut les faire figurer et puis elles vont aller compatir. On ne dit pas qu'on les met sur la liste, qu'elles ne vont pas aller en campagne. Elles partiront en campagne au même moment et au même titre que les hommes. Boni Boyoko, le Kousseau. Vous en avez le Kousseau Boye. Boni. Alors, les mandats dynastiques. Madame, monsieur, les mandats dynastiques. Votant l'article 13 de la Constitution. Lisez l'article 13 de la Constitution. Collègue Pierre Sumbu. Collègue Nsumbu. Collègue Nsumbu. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues. Je ne peux pas louper cette occasion pour remercier de tout cœur l'équipe qui a travaillé sur la proposition de cette loi. Un groupe multicolore politiquement, et dont les membres ont sillonné la République pour recueillir ce qu'il fallait auprès des forces sociales et politiques. Je voudrais m'appesantir sur 3 points qui me paraissent essentiels et qui divisent le seuil électoral, la suppléance, et je reviens sur les mesures disciplinaires et des sanctions. Concernant les seuils électoraux,
sans embâche, je me prononce pour la suppression du seuil. En effet, chers collègues, j'ai toujours dit, avec les résultats que le seuil a produits lors des dernières élections, les gens qui ont inventé le seuil, c'est une invention démoniaque et diabolique. En fait, avec le seuil, il était impossible à un compatriote qui a des assises d'être indépendant aux élections. Il était obligé d'adhérer à un parti politique. Et c'est ce qui a fait qu'à la fin, on ait réussi à avoir une majorité factice au pied d'argile et qui s'est écroulé comme un château de cartes. Le seuil est à supprimer. C'est toujours ce seuil-là qui a donné l'impression à la population qu'il y a des députés nommés à la population, pas à nous autres qui connaissons la loi. Lorsque dans une circonscription, un compatriote a reçu 10 000 voix, il a été élu avec 10 000 voix, mais que son parti n'ayant pas atteint le seuil, il n'est pas proclamé, l'autre compatriote dans la même circonscription qui a 2 000 voix, il est ici au Palais du Peuple, il siège ici, lui qui a eu 2 000 voix, et les concitoyens qui en a eu 10 000 est resté là-bas. Ça donne quoi? Ça donne l'impression qu'il a été nommé. Et il n'est pas légitime. Il n'est pas accepté par la population, parce qu'ils ont voté massivement pour quelqu'un qui a été favorisé par le seuil. Et donc, comme s'ils avaient voté pour les partis politiques, alors que le vote est sociologique, on vote pour l'individu. Voilà donc pourquoi je voudrais demander aux amis qui tiennent encore à ce seuil-là de le supprimer, parce que les élections, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les générations futures. La suppléance. Pour la suppléance, c'est la même chose. On a vu des abus. Un compatriote est élu au niveau provincial, il est élu au niveau national et il se fait élire sénateur. Lui, il n'a pas de parti politique et au sein de son parti politique, il n'y a que des empoisonneurs, il n'y a que des gens qui empoisonnent. Et c'est pour cela qu'il prend sa femme et ses enfants pour occuper tous les postes gagnés. Lorsqu'un ministre met dans son cabinet des membres de famille, ça s'appelle népotisme, ça s'appelle clientélisme. Et pour le cas d'un député, c'est pour se protéger contre les empoisonneurs. C'est quand même grave lorsqu'on n'a pas confiance à un seul individu au sein de son parti politique pour les prendre suppléants. Donc c'est un faux fouillant de dire que c'est à cause de l'empoisonnement qui est un problème qui peut être réel, mais surtout ici c'est l'esprit des clients. On a fait de la politique, de l'affairisme familial, du business familial, et c'est comme ça que le peuple ne se retrouve pas. Je termine par des mesures disciplinaires et des sanctions. Moi j'ai une femme qui a étudié, j'ai des enfants qui ont étudié, qui ont aussi besoin un jour qu'on fasse des affaires, mais je crois que pour raison de morale, si nous parlons pour la population, si nous avons des collaborateurs, si nous avons des partis politiques qui ne sont pas des mallettes, nous devons quand même ne pas penser à cette histoire. Ensuite, j'étais en ligne pour des mesures. Collègues, en clair, exprimez-vous clairement sur ça. J'ai dit que je ne suis pas pour ce collègue, ces candidats qui prennent les membres de famille, tous, quand il a gagné 3 postes. On a vu ça ici. Ce n'est pas, nous votons pour la population, nous travaillons pour la population. Allez faire des sondages auprès de la population que nous représentons ici. Ils sont contre. Moi, ce que je dis ici, j'ai aussi fait un sondage auprès de la population auprès de laquelle je vis. Ça ne vient pas de moi. Pour les mesures disciplinaires et des sanctions, beaucoup de collègues se sont prononcés. Effectivement, toute loi n'est bonne que lorsque elle est appliquée. Elle apporte des solutions aux problèmes posés lorsqu'elle est appliquée. Et ici, les élections, si elles sont souvent chaotiques, c'est parce que des dispositions qui ont été prises, même dans la loi qui est encore en vigueur, n'ont pas été respectées. Les collègues l'ont dit. Et c'est pour cela que je salue ici l'article 70 bis, alinéa 7, où on nous dit que lorsque, par exemple, les résultats ne sont pas publiés bureau de vote par bureau de vote, ces résultats sont annulés. Et cela, nous devons tenir à ça pour qu'il n'y ait pas de procédures camouflées et favoriser certains candidats. Je voudrais aussi suggérer pour terminer
à notre équipe, les rédacteurs de cette proposition de loi, de renforcer les sanctions. Par exemple, tous les chiffres qui ont été cités au niveau des amendes, à partir de l'article 82 de la loi en vigueur jusqu'à 90, que toutes ces amendes-là, le montant soit doublé par 2. Et les peines, qu'elles soient aussi doublées, pour que finalement, tous ceux qui vont déranger les élections puissent être sanctionnés et que les meilleurs gagnent. Je dis et je vous remercie. Merci, collègues. Vous venez de nous dire que vous avez une femme instruite. Félicitations. Mais vous ne dites rien sur la représentation des femmes. C'est quoi ça? Puisque le président me donne la parole, moi j'ai toujours dit, le fait même de vouloir toujours donner la part belle aux femmes, c'est même ne pas encourager les femmes à se surpasser. Au niveau de nos écoles, moi je suis de l'enseignement, certains l'ont dit ici, on ne favorise pas la jeune fille. La jeune fille doit travailler pour réussir. Et les filles réussissent à l'école, sans distinction. Donc aujourd'hui, un effort doit être fait au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire, au niveau des universités, parce que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Si on leur donne la même chance d'études, s'il n'y a pas de pesanteur sociale, les femmes seront de plus en plus nombreuses à se retrouver partout, sauf évidemment la guerre à l'Est, il n'y aura pas de parité là-bas, mais dans tous les domaines, les femmes peuvent se retrouver par leurs efforts. Donc je ne suis pas contre les femmes, mais je ne suis pas aussi pour le favoritisme des femmes. Je dis je vous remercie. Collègues, vous êtes à côté. On nous demande, vous êtes à côté, on nous demande d'intégrer les femmes sur les listes électorales des partis politiques. Elles iront faire campagne au même moment, au même titre que nous. On ne dit pas qu'il faut les proclamer députés. Il ne faut pas, président s'il vous plaît, il ne faut pas intégrer les femmes contre leur gré. Il faut intéresser les femmes à venir se faire inscrire sur les listes des partis politiques. Et aussi encourager les présidents des partis politiques d'accepter les femmes qui viennent, de les encourager et non pas de les intégrer parce qu'elles sont femmes. Voilà, je dis je vous remercie. Mon épouse connaît mes positions, je vais bien manger, elle m'entend, merci. Collègue Matadi Wamba. Na éviter que vous allez gaboyer. Collègue Ntsumbu, boyite. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Tout naturellement, bravo aux 10 auteurs de la 13, G13, mais ces 10 dont le nom figure sur la liste, dans la loi. Bravo à eux tous et bravo à celui d'entre eux qui nous a quittés, le politiquement inclassable Lokondo. Honorable Président, c'est pour moi l'occasion de m'introduire ou d'introduire précisément mon exposé par quelque chose d'ordre général. Je veux dire par là que lorsqu'on élabore une loi, un règlement, on ne le fait pas comme une lettre d'amour. Il y a des limitations qu'il faut suivre
lorsque on se met à rédiger une loi. Alors, nous allons voir ici si le travail qui nous est soumis a respecté l'ABC de ce que l'on appelle la légistique, que moi j'ai apprise à l'école sous le nom de la technique juridique formelle. Il faut avoir en vue l'horizon, les limites lorsque vous devez élaborer une loi. Quel est l'horizon? Dans ce cas-ci, c'est la Constitution qu'il ne faut pas violenter, qu'il ne faut pas violer, transgresser, ni dans son esprit, ni encore moins dans sa lettre. Et je vais m'efforcer de façon pédagogique à parler par des exemples, à démontrer par des exemples ce qu'il faut entendre par la lettre de la loi et par l'esprit de la loi. Des exemples ont été donnés ici, plusieurs, dans tous les sens. Nous prenons l'interdiction de porter sur la liste comme suppléants des membres de famille, femmes, enfants et autres. Est-ce que cette interdiction-là peut tenir la route? Est-ce qu'elle ne viole pas la lettre de la Constitution? Oui. Monsieur le Président, vous avez eu à un moment donné à nous renvoyer justement à la loi. Je crois que c'est l'article 13 de la Constitution, peu importe le nom, qui dit ceci. Il est interdit, dans l'accès aux fonctions publiques, de faire la discrimination en vertu du sexe, en vertu de la religion et de l'origine familiale. De l'origine familiale. C'est une interdiction. Alors, lorsque dans la loi ici, on nous propose d'exclure les membres de famille, eh bien, on viole la lettre de la Constitution. Parce que la Constitution, mère de loi, la Constitution qui est l'horizon qu'il ne faut pas dépasser, elle fait obstruction à cela. Elle interdit justement toute discrimination basée sur l'origine de la famille. Que je suis sûr que le rédacteur de la proposition de loi, c'est certainement par fatigue ou par paresse qu'ils n'ont pas vu cela. Parce que c'est quand même des grands juristes. Voici un exemple qui tient à l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'est différent de la lettre de la loi. La lettre de la loi, c'est ce qui est textuellement écrit, prévu. Mais l'esprit, c'est, si vous voulez, l'environnement de la loi. S'agissant de l'imposition du scrutin majoritaire au détriment de la proportionnelle, personnellement, je considère que cela est à l'encontre de l'esprit de la Constitution qui est la nôtre. C'est à l'encontre. Qu'est-ce que notre Constitution prévoit pour l'accès aux fonctions publiques? Notamment lorsqu'il faut former le gouvernement. Mais la Constitution dit qu'il faut respecter la représentativité territoriale. Bon, alors, je me dis que le scrutin majoritaire
par rapport à l'esprit de la Constitution, n'est pas la bonne chose, n'est pas dans la bonne direction. Que, en revanche, la proportionnelle appelle justement à plus large représentativité. Vous allez dans une circonscription électorale. Eh bien, si vous appliquez la majoritaire, ça veut dire qu'un parti fort, une tribu forte, peut, avec une seule voix de différence, tout enlever. Et que donc cela, quelque part, est à l'encontre de l'esprit de la Constitution. Voilà. Justement, l'article 90, je l'ai noté. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, les hommes, on en a parlé ici. C'est les collègues Mboukou, Mbaou, Okunji tout au début, souvenez-vous, qui sont revenus à ce que c'est en fait un problème d'homme en matière de loi électorale que nous avons. C'est plus un problème d'homme qu'un problème de texte. Les hommes, moi j'en veux pour preuve, 2006, j'ai été victime personnellement, pour ne pas personnaliser le débat, mais j'étais élu et lorsque, paix à son âme, l'abbé Marmal était en train d'aller livrer les résultats à la radio et à la télévision, quelque part on m'a éliminé, alors que j'avais les résultats imprimés. Que donc c'est un problème d'homme que nous avons. Comme au football où la règle est bien connue, mais qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les sporteurs se battent? Eh bien c'est le comportement de l'arbitre. Que donc c'est un problème d'homme que nous avons ici au Congo. Et là-dessus, je voudrais, si la possibilité m'est donnée, à la commission proposer qu'à l'article, non, plutôt à quel article? À l'article 14 justement, eh bien non, pas 14, la disposition qui parle c'est l'article 47, n'est-ce pas, de la proposition, si vous permettez, je regarde ce texte, l'article 47 qui parle de membres des bureaux de vote, parce que le personnel de la CENI, nous l'avons agréé ici, en tant qu'Assemblée nationale. Mais ce personnel, ces 15-là, ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain, ce sont d'autres. Moi, je voudrais parler de ceux qui sont sur le terrain et que il faut que dans la loi nous introduisions une incise pour dire que la CENI, qui nomme son personnel, eh bien, ne nomme parmi les membres du bureau de vote, les membres du bureau de vote, que des personnes assermentées, par exemple. Parce que dans la proposition de loi qui nous est soumise ici, la CENI a le pouvoir de nommer, mais nous devons préciser dans le texte qu'en tout cas, le poste de bureau, de président des bureaux de vote, doit être dévolu à un assermenté. J'entends par là, eh bien, les avocats, j'entends par là, les médecins, les pharmaciens, ce sont des personnes assermentées. Les avocats, les médecins savent ce que c'est un procès verbal. Et ils savent aussi comment il doit être rédigé. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais terminer par ceci, que dans le texte à l'article 14, il faudrait ajouter quelque chose pour sortir de la confusion. Parce que le texte tel qu'il est, article 14, alinéa 2, il est dit ceci.
La commission électorale indépendante et le ministère ayant les partis politiques dans ses attributions sont immédiatement informés de la création d'un regroupement politique. Dans quel délai? Est-ce qu'il est autorisé de faire son regroupement politique 5, 10 jours, 4 jours avant le dépôt de candidature ou quoi? Il faudrait donner en tout cas un délai en déant lequel le regroupement ou le parti politique doit avoir été agréé pour que la CENI ne se demande pas si oui ou non, à tout moment, elle est autorisée à recevoir un regroupement. Monsieur le Président, honorable Président, la parité homme-femme, tout le monde en a parlé, mais allons à la Constitution, à l'article 14, je pense, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que le texte constitutionnel nous dit? Eh bien, la Constitution dit que c'est un objectif. C'est un objectif. Qu'est-ce à dire, un objectif? La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions. Non, ce n'est pas ce passage-là. Mais quelque part, on ne me contestera pas cela. Eh bien, c'est un objectif, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut atteindre. C'est quelque chose qui doit venir au fur et à mesure. Mon sentiment, c'est quoi? C'est que j'aime les femmes, je les adore même. Mais, à partir du moment où je ne fais rien contre, je me conforme à la Constitution. Ce que nous devons faire, dans le cadre de la loi, c'est de renvoyer, n'est-ce pas, le gouvernement à faire plus, à inciter nos collègues, est-ce qu'il faut les appeler nos collègues femmes, nous les hommes? Non, nos mères. Eh bien, qu'elles aient les possibilités pour pouvoir venir concourir avec les hommes. L'attribution de sièges, nous devons maintenir la situation actuelle, laquelle c'est que le siège doit être d'abord attribué au parti, et au sein du parti, le siège doit aller à l'élu qui a eu le maximum de voix. La désignation de gouverneur, je vais peut-être certainement devoir terminer par là parce que le temps est un impératif, mais tout le monde en a parlé. La désignation de gouverneur est réglementée aujourd'hui, dans la Constitution, encore une fois. Lorsqu'elle dit quoi? Lorsqu'elle dit que le gouverneur de province est investi par le président de la République. C'est un horizon, c'est une limite. C'est le président de la République par ordonnance qui investit. Mais il y a un autre article, je crois que c'est le 198, qui dit que le gouverneur de province est élu par les députés provinciaux. Par les députés provinciaux. Sans dire de quelle manière. Et je crois que ce qu'il faut introduire maintenant, sans violer la Constitution, ni dans sa lettre, ni dans son esprit, c'est de maintenir que le président de la République investira le gouverneur de province par ordonnance, et comme l'élection par les députés n'est pas précisée, eh bien dans la loi ici, nous pouvons dire que le gouverneur de province doit émaner du ou des partis majoritaires. Que c'est donc au sein de l'Assemblée provinciale qu'on doit s'organiser en majorité et opposition pour désigner le gouverneur que le chef de l'État investira. Et de cette manière-là, on saura certainement assurer une certaine stabilité de cette catégorie
politique dont nous parlons beaucoup ces derniers temps. Pour le reste, je voterai de deux mains cette proposition de loi, mais bien sûr, il faudra les larguer et retirer du texte tout ce qui vient énerver la Constitution, retirer du texte tout ce qui est mal écrit, parce qu'un texte ne peut pas être écrit par 10 personnes. L'un met le sujet, l'autre vient mettre le verbe, le troisième met non, ça ne va pas. Et je crois que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de coquilles. Je vous remercie. Honorable, ne partez pas encore, s'il vous plaît. Honorable, vous avez formé des femmes avocats. Oui, honorable président. Mais vous n'avez pas été clair sur le sujet. Vous avez été un peu philosophique. Monsieur le Président, honorable Président, c'est une situation de terrain. C'est une situation de terrain. Et si à un parti politique, aucune femme ne vient, le parti fait tout pour que quelques femmes viennent. Mais il y en a, ils ne viennent pas. On fait quoi? On fait quoi? Honorable Président, nous devons faire un effort, nous, partis politiques, nous, députés, et surtout, gouvernement, pour que les femmes viennent. Elles viendront si elles en ont le goût. Je voudrais, si vous m'autorisez, mais les femmes viennent en politique, ont des charges publiques. Depuis quand en Europe, en France, nous avons à 90% la Constitution française. Les femmes ont voté pour la première fois sous De Gaulle, en 48. En 48, on ne va pas me contredire. Correct. Si je me trompe de date, mais c'est 48, mais en tout cas après la guerre. Mais que donc, ça doit venir petit à petit. Ça doit venir que les femmes qui ont le goût d'en découdre ne se sentent pas aidées. Nous avons eu ici une ministre dès la Première République, Liaou, femme. C'était, je crois, la toute première femme au gouvernement. Oui. Elle a fait les études qu'elle a faites, elle a eu le goût, personne ne l'en a empêché. Chez nous, ici, les femmes ne doivent pas se plaindre beaucoup. Elles ne sont exclues d'aucune manière. D'aucune manière. Même Monsieur le Président, dans nos coutumes, Rouez chez le Lunda, honorable Président, mais c'est une femme. Mais quelle n'est pas l'importance de cette femme-là chez le Lunda? Hein? Le collègue rapporteur, c'est un Lunda. Quelle n'est pas l'importance de la femme? Les femmes ne sont pas vues comme des êtres inférieurs, que du contraire. Elles ont une puissance immense, mais bien souvent ignorée. Et alors en politique, nous avons à les encourager. Nous devons les encourager et que le texte qui prévoit qu'on ne peut pas avoir comme suppléant, n'est-ce pas, son épouse, voilà un texte qui est contre les femmes, honorable Président. Honorable député, chers collègues, voilà notre collègue
bâtonnier honoraire, 2 fois bâtonnier, vient de nous éclairer. Mais j'insiste sur le fait que nous devons intégrer les femmes dans nos listes électorales. Ainsi, elles auront le goût de faire la politique. Elles auront le goût si nous les aidons, si nous leur ouvrons la porte. Ouvrons la porte aux femmes. Ne bloquons pas les listes. Tenons compte de la femme. Honorable Lédé, que l'honorable Moufoula Josué se prépare aussi. Honorable Lédé. Merci, honorable président, m'en va donner la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je vais également compléter ma voix à celle des collègues qui m'ont précédé sur l'analyse de cette proposition de projet de loi. Depuis ma mort, je félicite le groupe des 13 qui nous met au travail aujourd'hui dans une ambiance très très importante pour la révision de la loi électorale. Je veux m'atteler d'abord et sérieusement sur les contentieux électoraux. Honorable président, des élections passées, nous avons travaillé comme tout le monde, mais en arrivant à la Cour constitutionnelle pour la proclamation des résultats, c'est là le grand problème. Nous, Parlement ou Assemblée nationale, nous n'avons pas été précises dans notre proposition de projet de loi passé, en n'ayant pas fixé les délais que la Cour constitutionnelle doit traiter tous les dossiers. Ça a tiré en longueur pendant autant de mois et franchement, il y en a qui sont tombés malades et je crois bien il y a eu des candidats qui sont morts parce que le résultat était devenu élastique. Je propose à l'Assemblée ici présente de fixer un délai qui ne doit pas dépasser 8 semaines ou 2 mois à la Cour constitutionnelle de traiter tous les litiges. Dépasser ce délai-là, le résultat proclamé ou affiché plutôt par la CENI doit être déclaré recevable et accepté. Sinon, ça ne va pas aller. Nous allons continuer à donner des torts aux juges alors que nous avons failli au départ de n'avoir pas fixé les délais. Autre élément ajouté dans ces dossiers de contentieux, c'est l'affichage au niveau du bureau de vote. Honorable président, il est demandé à tous les candidats qui se sentent blessés, lésés, d'apporter les preuves. Vous et moi, vous savez que la CENI ne donne que peu de copies de PV aux témoins. Je propose également que puisque les bureaux de vote sont obligés d'afficher le résultat juste après le vote, que nous acceptions que les candidats ou les témoins puissent également, avec l'aide de leur téléphone, prendre une photo des résultats affichés et que sur base des systèmes PDF, que ces photos soient prises comme provisoirement des preuves au niveau de l'examen des dossiers à la Cour constitutionnelle et qu'à la Cour constitutionnelle maintenant de comparer cela avec les copies qu'elle recevra de la CENI. Puisque nous, en tant que candidats, on n'a pas assez de copies avec nous. En résumé, on n'a pas de copies. Ça, c'est une proposition de ma part. Je veux également en ce qui concerne les élections de gouverneurs. Lorsqu'il y a un contentieux en ce qui concerne les élections de gouverneurs, on se retrouve devant 2 juridictions. Il y a d'abord la Cour d'appel. Si la Cour d'appel a prononcé et qu'un des candidats n'est pas d'accord, il monte maintenant au Conseil d'État. Moi, je pense que c'est trop demandé à nous, aux candidats.
Si nous pouvons à ce niveau ici retenir rien qu'une seule juridiction, ou c'est la Cour d'appel, ou c'est le Conseil d'État, que de laisser deux juridictions à la fois, et ça coûte du temps et ça coûte des moyens financiers. Ça, nous devons le dire clairement. Je le répète, avec les élections de gouverneurs, s'il y a contentieux, on ne choisit qu'une seule cour, et non la Cour d'appel qui tranche d'un premier temps, et viendra également le Conseil d'État qui va trancher quelques temps après, et ça fait mal. Le point suivant, c'est le point de mode de vote. Honorable Président, chers collègues, nous adoptons. Pour moi, il faut adopter le mode semi-électronique plutôt. Cela c'est clair, avec le semi-électronique, on a tout ce qui est manuel, on a également l'électronique plutôt, et tout le monde est d'accord, il y a la preuve.